J'étais en première année de l'école d'infirmière, c'était mon tout premier stage. Et j'avais donc les patients qui étaient attitrés, les premiers patients à moi. Et parmi ces patients, il y a eu une dame d'un certain âge qui était hémiplégique. Cette dame, elle ne pouvait pas donc se servir de sa main droite ou gauche, je me souviens pas très bien. Mais ceci dit, j'intervenais en tant que futur professionnel de santé auprès de cette dame pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne. Et mon rôle aussi c'était de l'aider au moment des repas. Et le repas préféré de cette dame, et le repas très significatif dans l'histoire, c'était le petit déjeuner. Pourquoi le petit déjeuner? Parce que c'était le repas qui ressemblait le plus à ce que cette dame-là mangeait chez elle. C'était le pain frais, le café au lait. Elle retrouvait parfaitement les goûts, les couleurs, la matière de ce qu'elle aimait bien manger chez elle. Mais il n'y avait pas que ça. Au moment du repas, cette dame-là, elle avait toute une projection sur sa vie d'avant. Comme c'était les moments qu'elle partageait avec son mari avant qu'il aille travailler, il y a eu toute une, comment dire, elle retrouvait parfaitement ce bonheur, cette affection de son mari, rien qu'en mangeant sa petite tartine au matin. Elle me décrivait parfaitement les rituels du matin et ça m'a vraiment marqué très profondément. Ce qui fait que lorsqu'il y a eu la fameuse MSP, s'est mise en situation professionnelle, mon référent de l'IFSI, il est venu m'écouter, écouter ma démarche de soins. Sauf que moi, ma démarche de soins, en fait, elle durait, euh, parce que je trouvais ça très important de relater tout ce qui s'est passé au moment du petit déjeuner. Donc, je me suis retrouvée à lui décrire la manière dont je tartinais cette tartine du beurre, la manière dont je posais la confiture à l'abricot, parce que c'était très important, c'était la confiture qu'elle mangeait avant avec son mari, c'était pas une autre. Et puis il y avait aussi la façon d'agencer les deux tartines. Et ce qui était très important dans cette histoire, c'était de la couper le long de la tartine et pas l'inverse. Parce que si jamais la tartine elle était coupée dans le sens de la largeur, la dame elle ne pouvait pas la tremper dans sa tasse de café au lait, elle ne pouvait donc pas aller jusqu'au bout de son geste. Et elle ne voyait pas non plus toutes les miettes tomber au fond de cette tasse qu'elle avait l'habitude de ramasser avec une petite cuillère à café. Donc je me suis mise tellement à raconter ce moment. J'avais l'impression que je raconte la traversée des soldats pendant la guerre d'Austerlitz. Il y avait quelque chose de tellement intense que j'ai vu mon référent de attraper un fou rire. Il s'en a excusé à deux, trois fois, mais ce qui était très drôle, que je n'ai pas réalisé en fait que ça pouvait être drôle. Et je poursuivais dans cette dynamique, dans cette affectivité pour raconter mon histoire jusqu'au bout. Je pense que j'avais même des joues en feu, de la mèche de cheveux qui traversait mon visage, mais c'était tellement important. Et aujourd'hui, quand je repense à cette situation-là, bien sûr, elle me paraît très drôle, mais ce qui est important, c'est que cette tartine de confiture de génie, c'était mon entrée dans la clinique. Et ça avait vraiment beaucoup d'importance à l'époque et ça a encore beaucoup d'importance aujourd'hui. C'est pas une Madeleine de Proust, c'est la tartine de génie.
Donc je m'appelle Ella Kulinski, j'ai 49 ans, je suis infirmière depuis 11 ans et actuellement j'exerce en consultation non programmée de la traumatologie orthopédique dans un hôpital de la région des Hauts-de-France. Pourquoi je souhaite témoigner aujourd'hui? Je souhaite témoigner parce que je trouve qu'on réfère souvent la spécialité clinique à un contexte bien particulier. C'est le contexte des maladies chroniques, c'est le contexte des soins palliatifs, de la psychiatrie, de la douleur, de la cancéro. Et on ne parle pas assez aujourd'hui de la spécialité clinique dans le contexte des maladies aiguës, de ce que j'appelle MCO, donc médecine, chirurgie, obstétrique. C'est des contextes où le patient vient à l'hôpital et il reste pas très longtemps. Donc je veux dire oui, on peut pratiquer aujourd'hui l'approche clinique dans ce genre de contexte et c'est très important, même si cette prise en charge elle est beaucoup plus rapide, elle est accélérée. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que pour faire la clinique, dans le contexte des maladies aiguës, il faut le faire très rapidement. Pour faire quelque chose efficacement et rapidement, il faut être formé. Ça ne s'invente pas. Il faut avoir des outils, des connaissances, il faut avoir des compétences. Donc, la place de l'infirmière spécialiste clinique, elle est parfaitement dans ce contexte de la prise en charge très rapide. Mais une infirmière formée donc. La pratique infirmière, c'est la pratique clinique. Pour moi, c'est la même chose. Et cette sensibilité clinique, elle se travaille déjà à l'école d'infirmière, au travers des situations de soins, au travers de l'analyse des situations. Et après, une fois sorti de l'école, le professionnel, il va enrichir cette approche clinique au regard des rencontres, au regard des réflexions menées sur le terrain. C'est toujours dans le contexte bien réel. Après, il y a des professionnels qui sont plus ou moins à l'aise avec ce raisonnement clinique. Et c'est juste comme ça. Mais il y en a d'autres aussi qui vont aller au fond des choses, qui vont approfondir la réflexion, chercher des réponses à des questions. Il y en a qui vont se former, qui auront ce besoin-là, qui auront ce besoin de savoir plus, d'aller au-delà, qui vont faire des masters, qui vont s'engager dans la recherche. Pour moi, dans ma pratique, cette approche clinique, c'est de savoir tout de suite qui est la personne en face de moi, d'où elle vient, quelle profession elle fait, est-ce qu'elle est mariée, pas mariée, est-ce qu'elle a des enfants, dans quel contexte de sa vie l'accident s'est produit, quelle est la répercussion de ce qui vient de lui arriver sur son organisation quotidienne, sur ses projets. Donc saisir tout ça. Et se poser la question quelles sont les ressources de la personne aussi, l'aider peut-être à trouver ses ressources. Après, l'objet qui symbolise cette approche clinique, c'est un éventail. C'est un objet très curieux parce que lorsqu'il n'est pas déplié, il ne ressemble à rien du tout en fait. C'est ça la personne en face. Lorsqu'on ne sait pas qui il est, ça n'a aucun intérêt. Pour pouvoir observer les motifs, quelquefois les dessins, les écritures qui décorent cet éventail, il faut le déplier. Et avoir l'approche clinique, c'est justement essayer de l'ouvrir au maximum, cet éventail, de saisir les différents éléments de la vie de la personne, de son environnement, pour pouvoir au final avoir quelque chose qui peut servir. Et à quoi sert l'éventail? Bien évidemment
à ramener l'air frais, l'air dont on manque peut-être, pour faire l'analyse de la situation la plus fine, la plus juste. Voilà. La pratique infirmière, la pratique clinique existe parce que, au fondement, il y a une histoire de rencontre. Et il y a toujours quelque chose qui se passe dans une rencontre. Il y a donc à prime abord la rencontre entre un malade qui a besoin de l'aide et un professionnel en face qui va répondre à cet appel, à ce besoin d'aide. Donc le professionnel qui est formé, qui est outillé, qui a des connaissances, qui a des compétences. Donc cette première rencontre, elle est légèrement, elle manque d'égalité. Mais il y a un deuxième niveau de rencontre qui est davantage égalitaire, c'est d'homme à homme. Deux êtres humains qui se retrouvent dans une histoire. Et dans ce niveau de rencontre, il n'y en a pas un qui a plus besoin de l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus altruiste que l'autre. Les deux donnent et les deux reçoivent. Et tout le monde s'y retrouve. Voilà. Pourquoi la rencontre, au fond, elle laisse jamais quelqu'un indifférent. On est forcément quelqu'un d'autre avant et après. C'est très enrichissant. Après, bon, il y a bien sûr, bien évidemment, des situations de rencontre qu'on oublie complètement. Mais ça n'a pas trop d'importance. L'essentiel, c'est qu'elle nous a quand même transformés. Parce qu'il y a cette émulsion, cette infusion des valeurs de l'un à l'autre qui peut se faire d'une manière tout à fait inconsciente. Je n'ai jamais voulu devenir infirmière. Déjà, à la base, mon métier, c'était enseignante de langue. Donc j'étais prof de français en Pologne, dans mon pays natal. Mais après, bon, la vie est pleine de rencontres, pleine de surprises. Je me suis retrouvée en France, donc avec mon mari, mes deux enfants, et il fallait que je me projette dans un autre métier. Sauf que j'avais très peur de ce métier que je connaissais absolument pas. Personne dans mon entourage n'est dans le milieu médical. Donc je ne voulais pas devenir celle qui fait des prises de sang. Donc vous voyez la représentation sociale que j'avais du métier que je fais aujourd'hui. Je ne voulais pas piquer. Et c'était très angoissant pour moi. Donc après, j'ai fait, ça s'appelait un bilan des compétences approfondies auprès d'un agent de l'ANPE. Donc j'ai mis les croix dans les cases. Et la synthèse de ce bilan m'a montré que j'étais peut-être faite pour travailler auprès des personnes vulnérables. Donc après, voilà. Le choix, il n'était pas très large parce qu'il me fallait une école gratuite et une école pas très loin de chez moi étant donné que j'avais la vie de famille. Donc c'était que l'école d'infirmière. Donc je me suis dit, ok, je vais essayer. Pour entrer à l'école d'infirmière, il fallait bien sûr avoir un entretien oral, un entretien motivationnel. Comment se motiver pour quelque chose dont on n'est pas sûr, absolument pas. Je me suis donc fabriqué un personnage qui était très motivé pour soigner les gens. Un personnage plein de valeurs. Et c'est comme ça que je me suis vendue à l'entretien oral. Je pense que j'ai dû croire à un moment à ce que je racontais. Parce que j'ai obtenu la note finale. Voilà, donc je suis rentrée à l'école d'infirmière avec ces deux personnages. Cette Ella Kulinski qui n'est absolument pas sûre de pouvoir poursuivre dans cette voie professionnelle et une autre Ella Kulinski qui pourrait peut-être être quelqu'un de bien dans ces milieux de soins. Je me suis dit en même temps que je vais essayer. Et si je vois que c'est trop dur, je ne me mentirai pas moi-même. Je vais me retirer de cette école. Et donc je me souviens les deux premiers jours d'observation dans le milieu hospitalier où j'ai découvert quelque chose qui m'a très très violentée finalement. C'était l'image du corps nu de quelqu'un que je ne connaissais pas, allongé sur un lit, en train de lâcher l'aisselle. Mais j'étais pas bien, j'avais envie de m'évanouir, je suis devenue rouge, j'avais une nausée. C'était vraiment quelque chose de très très violent. Après, il y a eu les premiers cours d'ortho, je me souviens.
c'est pareil, j'ai vu les... Et c'était, en plus, c'était sur l'écran des interventions chirurgicales, mais c'était pareil. Et puis, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment toute seule? J'ai regardé les gens autour de moi, je me dis, mais eux, ils accomplissent leurs rêves, ils sont rentrés dans l'école d'infirmière, alors que moi, je suis là, en train de me convaincre de quelque chose que je pourrais peut-être pas faire. C'était vraiment pas facile, c'était une période très très compliquée. Mais il y a eu un revirement de la situation lorsque j'ai eu mes premiers patients. Cette fameuse tartine de confiture. En fait, je suis passée du statut de observateur, du statut euh, d'observateur dans un spectacle, à quelqu'un qui était initié dans une action. Au moment où j'ai eu mes premiers patients, tout a changé. Il y a cette histoire de rencontre qui s'est créée. J'étais face à la personne qui avait un nom, un prénom, un métier, une vécu. Elle avait une pathologie médicale et je la voyais, je la sentais, je la touchais. C'était quelque chose cette approche sensorielle qui s'est créée, qui n'était pas du tout avant lorsque j'étais observatrice. Et ça m'a complètement ouverte. Et là, je me suis dit, mais je suis bien à ma place. Ce qui est le plus délicat aujourd'hui dans ma pratique professionnelle, c'est de défendre mes valeurs de soins, défendre ma vision d'approcher l'autre, de ancrer mes valeurs professionnelles dans quelque chose qui s'appelle la gestion managériale de l'hôpital d'aujourd'hui. Et ça, quel que soit l'hôpital. D'inscrire tout ce à quoi je crois dans une sorte d'idéologie gestionnaire. C'est que, en fait, aujourd'hui, pour parler du bien du patient, il faut que ce bien du patient s'inscrive dans un retour sur investissement. Et ça, c'est quelque chose avec laquelle je ne suis pas tout à fait à l'aise, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, par exemple, pour convaincre l'établissement de l'importance d'avoir plus du temps relationnel auprès de la personne hospitalisée, il faut avancer d'autres arguments. Il faut que je négocie en fait. Donc, il faut que je prouve par A plus B que si le patient est davantage accompagné, donc il y a plus de temps avec une infirmière en face, il guérira plus rapidement. S'il guérit plus rapidement, il pourra rentrer chez lui plus rapidement. S'il rentre plus rapidement chez lui, on va gagner une journée d'hospitalisation. C'est comme ça qu'il faut raisonner et c'est avec cette réalité que je ne suis pas tout à fait à l'aise, mais j'en suis consciente. Après, ce qui est difficile, mais en même temps très intéressant, c'est de comprendre des enjeux sociétals aujourd'hui. Et en même temps, je me dis, ce qu'on veut, c'est que le patient soit bien soigné. Ce qu'on veut, c'est le bien du patient. Donc finalement, on y arrive. C'est juste cette argumentation en amont qui est différente. Après, on pourrait se poser la question, est-ce que la fin justifie les moyens? Mais comment faire autrement aujourd'hui? L'approche clinique change complètement ma manière de voir le monde autour, de voir l'autre. C'est une approche inconditionnelle de l'autre. Ça se négocie pas. C'est quelque chose tellement entier. Et en fait, aujourd'hui, je retrouve mes valeurs professionnelles, mes valeurs humaines dans le regard de l'autre, dans ce que l'autre, le patient en face m'envoie. Et je trouve ça très émouvant et très fertilisant dans la relation de soins. Après, il y a aussi tout l'enrichissement qui vient de la formation même, donc du master sciences cliniques en soins infirmiers. Il y a tout un apport de connaissances, mais qui est phénoménal, de anthropologie, sociologie, psychologie, que nous pouvons
tissé dans ce raisonnement clinique. Il y a tout un apport des outils aussi, éducation, information, supervision, l'analyse transactionnelle, tout ça, ça nous outille pour qu'on rende notre pratique clinique davantage mature, aller jusqu'au bout des choses. Et dans ce master aussi, moi je suis encore une spécialiste clinique en fabrication. Ma formation n'est pas encore finie, j'arrive à à la moitié du chemin. Mais je vois déjà que, par exemple, mon discours a changé. Aujourd'hui, je sais de quoi je parle. Et mon rapport, ma façon de communiquer avec mon équipe, avec les autres professionnels, mon positionnement par rapport à la hiérarchie a changé aussi. J'étais finalement très en colère au début, pour vous donner l'image, j'allais avec un marteau dans une pièce où je tapais avec ce marteau contre les murs en béton et je m'épuisais. Aujourd'hui, c'est différent. Je traverse cette pièce avec des murs en béton, mais beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. J'ai appris à patienter aussi. Il faut laisser les choses se faire. Et je me sens beaucoup mieux finalement dans ce que je fais, ce que je revendique. C'est beaucoup plus posé, beaucoup plus mature. Après, ce qui m'a apporté également cette formation, ce master, ce qui m'apporte tout le temps de sciences cliniques en soins infirmiers, c'est aussi tout ce bouleversement personnel et professionnel aussi. En fait, on arrive dans cette formation avec nos valeurs, avec nos certitudes, nos questionnements aussi, et là, on va les confronter avec les autres, avec le groupe. C'est toujours dans le respect d'autrui. Et là, il y a une remise en question qui est phénoménale, qui est très bouleversante, très déstabilisante. Si vous voulez, aujourd'hui, avant je me posais la question, comment bien soigner le patient en face? Et aujourd'hui, je me questionne, mais pourquoi pour moi c'est si important que la personne en face soit bien soignée? C'est différent, beaucoup plus vaste, mais ça a beaucoup plus de sens pour moi aujourd'hui. Nous sommes une équipe de 3 infirmières et nous travaillons donc en consultation non programmée de la traumatologie orthopédique. Nous accueillons les personnes qui viennent chez nous, envoyées normalement par le médecin traitant, suite à des traumatismes bénins orthopédiques, donc membre supérieur, membre inférieur. Nous accueillons les adultes et les enfants. Donc la personne qui vient vers nous, tout d'abord, nous commençons par le recueil de données. Ensuite, c'est là que cet raisonnement clinique commence déjà. Ensuite, il y a le diagnostic clinique, il y a le prédiagnostic médical. Nous envoyons les personnes très souvent vers la radio pour faire des examens exploratoires radiologiques. Une fois le patient revenu avec la radiologie, il sera présenté au chirurgien. Nous avons également un rôle important dans le tri des patients, que quelquefois les patients ils ne bénéficient pas d'une consultation chirurgicale tout de suite. Nous pouvons très bien les basculer sur des rendez-vous plus lointains, en décalé avec le chirurgien ou avec un autre spécialiste. Donc le patient est revenu de la radio, présenté au chirurgien. Ensuite, le patient, dans la plupart des cas, il sera peut-être plâtré dans notre établissement. Ou bien, quelquefois, il y a une intervention qui va être nécessaire en urgence ou bien aussi à distance de cette journée de consultation. Nous accueillons les personnes donc avec les traumatismes orthopédiques. Mais ce qui est important, c'est de savoir, de comprendre, c'est que le traumatisme va impliquer, comment il va se répercuter dans la vie de la personne. Par exemple, une patiente qui vit toute seule, qui a 3 enfants, pour elle, le problème, ce ne sera pas la fracture de la cheville
avec laquelle elle est venue nous voir parce que c'était son problème de santé à la base. Mais son problème, ce sera comment va-t-elle faire pour conduire ses enfants tous les jours à l'école et aller les rechercher. Ce sera là son problème. Et nous ne pouvons pas ne pas entendre ce qui est difficile pour elle. Après, un autre exemple, le patient qui arrive, prenons aussi la fracture de la cheville, qui arrive chez nous et qui est en fin de contrat CDD et qui a eu ce traumatisme-là, ne pourra peut-être pas renouveler son contrat. Donc, il va se retrouver du jour au lendemain dans une situation de précarité uniquement parce qu'il y a eu à la base un traumatisme bénin. Mais le problème de ce monsieur, c'est qu'il ne pourra pas payer ses factures. C'est ça qui est important. Et c'est ça qu'on recherche en fait, pour poser bien les tableaux cliniques. Après, nous cherchons également, nous donnons beaucoup d'importance à l'histoire de vie. Je vais vous donner un exemple. Une fois, on a eu un patient qui est revenu chez nous parce que c'est pareil, il avait le problème, la fracture aussi de la jambe. Et en fait, il a fait un malaise au travail au milieu de la matinée. Sauf que, en parlant avec ce patient, on s'est aperçu que c'est pas la première fois que ça lui arrive. Donc là, il était naturel de s'intéresser un petit peu, mais qu'est-ce que vous faites comme travail? Donc c'était le patient qui avait les créneaux d'horaire assez matinal. Il commençait à 6 heures pour finir à 13 heures. Sauf que, donc du coup, on cherche un petit peu à avoir plus d'informations. C'est le patient qui habitait à 4-5 km du lieu de travail. Donc déjà, il s'est levé à 4 heures. Il faisait toute la route à pied parce qu'il n'avait pas les moyens d'avoir une voiture. Et en fait, il ne déjeunait pas. Donc il était à jeun, il commençait à travailler. Et donc là, bien sûr, on a tout de suite l'oreille attentive et on dit, en fait, monsieur, racontez-moi un petit peu comment vous mangez chez vous, c'est quoi vos repas? Et en fait, là, il nous dit, en fait, le premier repas, c'est à 13 heures quand je rentre chez moi. Et oui, ok. Et deuxième c'est à 20 heures. Mais vous mangez quoi, en fait? Mais je mange que des pâtes. Et là, vous comprenez quelque chose. Et quelque chose qui est très important, c'est que ce patient-là, le contexte dans lequel il vit, il est très important pour traiter son problème de santé. En tout cas, il faut le prendre en considération. Parce qu'on ne peut pas, en tant qu'infirmière clinicienne, lui dire, mais vous savez, monsieur, le petit déjeuner équilibré, c'est l'essentiel pour être en forme toute la journée et pour ne pas faire ce genre de malaise. Parce que là, on serait complètement à côté de la plaque. Ce qu'il faut, c'est avoir un discours assez distancé par rapport à ce qui se passe et avoir un petit peu de tact. Nous ne pouvons pas lui dire que 5 fruits et légumes, c'est absolument indispensable pour être en bonne santé. Parce que ce n'est pas ça le problème. Voilà. Et après, ce qui est très important pour nous, c'est que l'accueil se passe bien. Nous voulons que le patient se sente bien. Et la difficulté, quelquefois, c'est qu'on peut avoir le flux des patients imprévisible et on peut en avoir beaucoup d'un seul coup. Donc, il y a quelquefois ça génère des attentes. Mais je pense que toutes les trois, on fonctionne comme ça. On informe le patient du comment et du pourquoi. Et par exemple, on est soucieux, par exemple, quand c'est des journées de grosse chaleur, on va proposer de l'eau aux patients. Quand c'est vraiment le froid, on va lui proposer un café, voire une petite madeleine si l'attente elle est vraiment prolongée et si on est sur la période si ça tombe à midi, par exemple. Ce qui est important aussi, c'est quand c'est une personne âgée, qu'on ne la laisse pas dans un couloir où il y a plein de courants d'air. C'est juste, c'est la philosophie de l'accueil qui nous touche vraiment beaucoup et à laquelle on tient énormément. Après, il y a aussi, on attache beaucoup d'importance à tout ce qui est autour du retour à domicile après cette consultation-là. Et nous avons toute cette gymnastique pour se mettre à la place du patient qui va rentrer chez lui avec un plâtre. Je vais vous raconter une histoire très drôle, c'est triste. Il y a un patient qui m'appelle une fois pour me raconter, voilà, j'ai chuté du vélo, je suis allée au premier hôpital, donc à côté de chez moi, et là, je sors de cet hôpital-là, je ne sais pas quoi faire, je n'arrive pas à marcher. J'ai dit, mais monsieur, vous avez été vu par le médecin? Il m'a dit, oui, j'ai une fracture, on m'a mis une botte plâtrée, mais j'arrive pas à marcher. Donc moi, j'essaye par téléphone, c'est quelquefois compliqué. Je lui demande, mais vous n'arrivez pas à béquiller? Et il m'a dit, non, je n'ai pas de béquille.
Et là, je tombe de haut. Je me dis, mais comment on peut faire sortir quelqu'un avec une botte plâtrée sans penser qu'on ne peut pas marcher avec une botte plâtrée qui doit se faire sans appui. C'est juste pas possible. Donc j'avais envie de... C'était triste cette histoire finalement. Donc au final, ce monsieur-là, il s'est trouvé pas loin d'une pharmacie. Donc je lui ai conseillé d'aller dans cette pharmacie-là, de demander une paire de béquilles. Et comme il est revenu pour le suivi vers notre établissement, je lui ai dit après, on fera l'ordonnance pour les cannes et on va la faxer plus tard à la pharmacie. S'il y a un problème, appelez-moi, je vais parler avec la pharmacienne. Mais vous voyez que ce patient-là, en plus, il n'était pas très âgé, donc il a pu sauter à cloche-pied. Mais imaginez une personne âgée qu'on laisse partir comme ça, avec une botte, sans béquille. C'est juste impensable. Donc, voilà, donc on a ce souci de savoir comment le patient va se retrouver. Parce que faut penser vraiment à tout. Le patient, il faut lui demander aussi, c'est toujours l'histoire de botte plâtrée, parce que c'est ça qui est plus difficile dans le fonctionnement normal au domicile. On demande, mais votre chambre, elle est où? Mais elle est à l'étage. Vous avez un lit au rez-de-chaussée? Non, j'ai pas de lit. Donc, il faut penser tout de suite qu'il lui faudra l'allocation de ce lit médicalisé. Et comme le temps presse, il faut voir avec la pharmacie, sa pharmacie à elle, qu'elle livre déjà ce lit avant que le patient arrive chez lui. Donc, nous, en fax, il y a cette coopération avec d'autres services libéraux, avec d'autres personnes du paramédical, qui est, je trouve, très efficace. Et là, on a cette écoute-là, les gens vont dans le même sens. C'est rare qu'on a quelqu'un qui est buté, qui dira « Non, non, ça sera pour demain ». Non, c'est pour aujourd'hui. C'est pareil, la personne qui rentre chez elle, elle doit pouvoir fonctionner en autonomie, difficilement soit, mais en autonomie. Elle doit pouvoir se débrouiller chez elle. Et c'est pareil, on ne va jamais envoyer une personne âgée chez elle sans savoir comment elle va vivre chez elle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va l'accueillir? Est-ce qu'elle a de la famille? Est-ce qu'elle a des voisins? Est-ce qu'elle pourra aller faire ses courses? Tout ça, c'est extrêmement important. Je veux dire, c'est un petit peu... je ne sais pas si je devrais dire, mais il faut assurer le service après-vente. La pratique clinique soigne. Elle soigne par le fait de porter l'attention à l'autre. C'est toute une histoire de rencontre dont j'ai déjà parlé. Donc c'est toute une histoire de regard qui est très important. S'ouvrir à l'autre, avoir le regard le plus large, le plus juste, le plus précis sur ce qui se passe devant nous. Donc dans ce contexte-là, on peut dire que la pratique clinique, la pratique infirmière soigne. Est-ce que cette pratique guérit? Est-ce que cette pratique rétablit? Pour moi, c'est les deux synonymes. Donc, je vais en parler je vais les lier pour en parler. Oui, la pratique clinique, la pratique infirmière guérit dans la mesure que le patient, la guérison, ça relève d'un processus qui est plus ou moins complexe. Et pour guérir, il faut être accompagné, il faut être informé. Il faut être compris aussi, il faut être entendu, écouté. Et cette notion d'accompagnement, elle est très importante parce que l'accompagnement, c'est fait sur mesure. Et pour faire quelque chose sur mesure, faut comprendre l'autre, faut aller vers lui, faut avoir tout ce panel de détails que la pratique, le raisonnement clinique permet. Donc dans ce sens-là, oui, on peut dire que la pratique clinique soigne et la pratique clinique guérit et la pratique clinique rétablit. On parle aussi beaucoup du patient acteur de soins. Vous imaginez bien que dans l'histoire, il y a ce rôle d'accompagnement qui est même le rôle de coaching, le rôle d'entraîner le patient quelque part. Mais pour ça, il faut parfaitement le connaître et la pratique clinique le permet. Après, est-ce que la pratique clinique, la pratique infirmière préserve? Oui, tout à fait. Mais de quoi préserve-t-on le patient? On le préserve d'un étiquetage, de fausses images quelque part, de jugements trop hâtifs, de jugements de valeur finalement. On le préserve de l'uniformisation. On veut que le patient
garde son identité du patient unique, avec son problème de santé unique, avec son histoire de vie qui ne ressemble à aucune autre histoire de vie de quelqu'un d'autre. Le patient, c'est un être très complexe, mais il est unique. Et dans ce sens-là, la pratique clinique préserve cette uniformisation. Je me suis demandé, en lisant cette question, est-ce que le regard social a changé sur ma pratique infirmière? Moi-même, je suis rentrée dans cette profession avec la vision d'une infirmière piqueuse, donc qui prélève le sang. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? En fait, il y a quelques jours, il y a une semaine peut-être, je traversais le couloir de l'hôpital et j'ai entendu une personne, c'était une mamie certainement, d'une petite fille, lui dire attention, si tu n'es pas sage, l'infirmière viendra te faire une piqûre. Et là, je me suis dit au secours. En fait, non seulement cette image de piqueuse, elle est toujours là, mais en plus, on lui accorde une valeur punitive. Bien sûr, la petite, elle a eu tellement peur de moi, elle est restée scotchée sur la cuisse de sa grand-mère. C'était même pour moi impossible d'intervenir pour expliquer quoi que ce soit. Après, je pense que le regard social change aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le contexte de l'exercice infirmier, il se modifie. Aujourd'hui, l'infirmière, en tout cas dans le service de la chirurgie, elle fait beaucoup moins de techniques. La plupart des soins techniques, des prélèvements, des injections se font à la sortie de l'hôpital. Cette sortie-là, elle est aujourd'hui beaucoup plus anticipée, beaucoup plus précoce. Donc la majorité de cet acte-là se fait à l'extérieur de l'hôpital. Donc, mais en même temps, le rôle d'infirmière aujourd'hui, il est beaucoup plus dans l'information, dans l'éducation du patient, dans l'accompagnement du patient, dans le coaching. Je viens de parler du patient acteur de la guérison. L'infirmière, elle est là pour le stimuler. Donc cette image-là, il change déjà. Dire qu'infirmière, c'est une piqueuse, ça ne colle plus tellement avec la réalité du terrain, en tout cas dans le milieu hospitalier. Après, il y a aussi le regard social sur ce qui est infirmière spécialiste clinique. J'ai du mal à parler du regard social parce que ce nouveau métier, il n'est pas encore suffisamment connu pour qu'on ait une quelconque représentation, en tout cas en France. Est-ce qu'il faut en parler? Bien sûr, la médiatisation, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour promouvoir la spécialité clinique et au travers notamment du master sciences cliniques en soins infirmiers. C'est très important d'en parler, c'est très important de communiquer. Mais il y a une médiatisation pour moi qui est beaucoup plus urgente à faire. C'est la médiatisation pour la reconnaissance du métier infirmière. Pour qu'on il faut absolument médiatiser la pratique infirmière, mais pas au travers de l'image qu'on a encore aujourd'hui, infirmière technicienne, infirmière qui reste physiquement au lieu du malade. Il faut aujourd'hui parler des compétences, des connaissances, de quelque chose beaucoup plus formel finalement. Et pour parler compétences, ce qui est important, c'est de croire en ses propres compétences. On ne peut pas avoir un regard sociétal changé, évolué, si nous-mêmes, on ne croit pas à ce qu'on est et à la façon dont on perçoit les choses. Donc il y a quelque chose à changer au niveau de la mentalité des professionnels même. Vous voyez, on entend encore assez souvent, je suis qu'une infirmière. Qu'une infirmière. Mais non, je suis infirmière. Je sais de quoi je parle, je sais expliquer des choses qui me tiennent à cœur. Je suis une professionnelle avant tout. Et
Je suis capable de faire plus de choses qu'on ne croit. Je peux poser je peux faire le raisonnement clinique, je peux poser les diagnostics, je peux proposer des interventions, je peux les évaluer aussi. Je peux être personne ressource pour d'autres professionnels de santé. Je peux m'investir dans la recherche. Enfin, il y a plein d'opportunités. C'est changer ce regard-là d'une petite infirmière en infirmière pleinement épanouie dans son rôle infirmière professionnelle. Nous sommes emmenés à fonctionner dans un système qui est complètement démembré. Sauf que nous faisons partie de ce système-là. Donc nous avons nos petits voiliers qu'on essaye de diriger pour éviter des rochers. Quelquefois c'est des montagnes très très dures. Et conduire notre petit voilier tout en évitant qu'on nous cogne de tous les côtés. Et ce qui est important dans ce parcours, dans ce trajet, c'est de ne pas perdre la foi en l'être humain. L'être humain, il n'est pas parfait. Il est plein de défauts. Mais il n'est pas entièrement mauvais. Et c'est ça qui est important. Ne perdons pas la foi finalement en nous-mêmes. L'homme n'est ni ange ni bête, comme disait Pascal. Et il faut la considérer dans cette complexité, mais avec le regard positif et bienveillant. Le monde n'est pas mauvais. Se former à la pratique d'infirmière spécialiste clinique, c'est un chemin difficile parce qu'il faut toujours il faut toujours que cette pratique doit prouver toujours quelque chose aux yeux des incrédules. Elle doit s'imposer. Mais ça vaut le coup quand même parce que faut se faire à l'idée que c'est des petits cailloux qu'on sème comme ça sur le chemin et qu'un jour on aura quelque chose de beaucoup plus visuel, beaucoup plus construit, beaucoup plus fort parce qu'on sera de plus en plus nombreux. Et c'est important de poursuivre ces efforts. Mais surtout, c'est par rapport à mon vécu aussi, n'est pas s'épuiser, n'est pas vouloir aller trop vite. Laissons les choses se construire d'elles-mêmes. Vraiment calmement et avec un regard un peu plus stoïque. Les moments les plus beaux. Je parle au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. Ce qui me fait vraiment chaud au cœur, c'est lorsque je vois qu'il y a des hôtes professionnels qui font autant attention que notre équipe des consultations non programmées. Lorsque l'ambulancier qui va reconduire une dame chez elle va vouloir de lui-même s'arrêter à la pharmacie pour lui chercher ses médicaments parce qu'il sait, il a compris que pour cette dame ça va être compliqué de faire le retour après à pied pour rejoindre la pharmacie. Et lorsqu'il a compris ça, il propose de lui-même, alors que ce n'est pas dans ses prestations, c'est quelque chose qui est très, très encourageant pour moi. Après, il y a d'autres exemples également, quand la secrétaire propose un rendez-vous à notre patient, et elle dit, mais en fait, cette dame-là, il lui faudra aussi la radio, il lui faudra aussi voir un autre spécialiste, mais je vais regrouper ces consultations. Elle est âgée, ce sera plus facile pour elle de venir une seule fois à l'hôpital qu'avoir ces consultations éparpillées. Ça, pour moi, c'est quelque chose de... bien sûr, ça me paraît tellement logique, mais ça vient de quelqu'un d'autre. Je veux dire, on n'est pas tout seul à être des héros du quotidien. On est plus nombreux. Ça me fait toujours beaucoup, beaucoup de plaisir. Après, voilà, il y en a encore d'autres exemples. Lorsqu'elle est ergothérapeute, elle ne peut pas prendre quelqu'un en appareillage tout de suite. Elle propose à la personne de patienter à la cafétéria, parce qu'à la cafétéria, elle peut prendre un café, un chocolat chaud, elle peut être dans un cadre plus agréable que les couloirs d'attente qui se trouvent devant la salle d'ergothérapie. Donc pensez à tout ça, c'est vraiment... ça rejoint cette idée de croire en l'humain.